il suffit de regarder les deux lignes, voici donc la partie qui provient du Sketch Engine. On voit facilement qu'il y a des collocations qui suggèrent que ce corpus est basé en grande partie sur des écrits pornographiques. Ce n'est pas vraiment un portrait fidèle de la réalité langagière, alors qu'ici, pour le CRFC, on a des collocatifs adjectivaux tout à fait normaux, comme un mec bien, un mec bizarre, un mec charmant, un pauvre mec, sale mec, un mec génial, etc. Donc je crois que le CRFC représente mieux les réalités langagières, bien qu'il soit beaucoup plus petit, beaucoup moins vaste que le Sketch Engine. Voilà. Je passe maintenant aux études de cas, qui sont au nombre de 6. Une première question toute simple qu'on pourrait se poser, c'est de savoir si le CRFC représente bien la langue actuelle. Et la façon la plus simple d'y procéder, c'est d'interroger le corpus sur un certain nombre de néologismes récents. Et effectivement, on y trouve presque tous les néologismes qu'on veut. J'en donne quelques exemples sur cette diapo. Il y a vapoteur, bombasse, itinérance, agence de notation, mot dièse, kéké, chelou, texté, qui sont tous des mots qui ont été consignés dans le petit Robert assez récemment. Avec mon deuxième exemple, je reste dans le domaine du lexique. Il s'agit d'une petite étude sur le traitement dictionnarique de certaines unités lexicales très fréquentes dont on a parlé. Dans cette étude, j'ai pu démontrer que les dictionnaires français actuels réservent un traitement assez insuffisant à ces unités. Et cela vaut aussi bien pour les grands dictionnaires de référence que pour les dictionnaires d'apprentissage du FLE, comme le dictionnaire du français de Redebov. Un exemple est fourni par le verbe lâcher, qui fait partie des 2000 mots les plus fréquents à l'oral. Et mon analyse montre que lâcher est un verbe qui a peu d'accompagnateurs spécifiques, donc il y a très peu de collocations spécifiques. Il y en a une ici, mais on trouve très peu de collocations en règle générale avec lâcher. Et ça rend son analyse particulièrement difficile, car comme vous le savez, en règle générale, ce sont les collocatifs d'un mot qui renseignent le lexicographe sur ses acceptions diverses. Eh bien, il n'en est rien dans le cas de lâcher, et la quasi-totalité des dictionnaires échoue piteusement à consigner les acceptions plutôt familières de lâcher que j'ai relevées ici. Donc on a, par exemple, le sens de s'accrocher, par exemple. Les Irlandais prennent le score et ne lâcheront plus. C'est assez fréquent dans le domaine du sport, mais ça fait encore défaut dans les dictionnaires, où le sens se lâcher, dans le sens de s'exprimer librement, par exemple, vas-y, lâche-toi, ma chérie, mais aussi dans le sens du laisser-aller. On a par exemple, vous lâchez pendant les fêtes, où tout le monde s'est lâché avec cette musique. Ce genre de colocation, ou ce genre d'emploi plutôt, ne se trouve pas encore dans le petit Robert ou le dictionnaire du français. La difficulté pour le locuteur non natif est accrue du fait que les dictionnaires unilingues et bilingues accordent très peu de place aux expressions figées du type c'est bon. Il s'agit d'expressions idiomatiques qui sont extrêmement fréquentes dans les échanges quotidiens des Français et qui sont délicats à manipuler et parfois carrément obscurs pour le locuteur étranger. Je pourrais en citer d'autres exemples tels que n'importe quoi, c'est tout vu, on dirait, ou rien que ça. Dans l'étude que je viens de citer et qui est apparue dans International
International Journal of Lexicography, je me suis aperçu qu'une analyse contextuelle affinée fait ressortir toute la complexité de ces emplois que vous voyez ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça prendrait trop de temps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un nouveau type de colocation avec ces marqueurs de discours, comme on pourrait les appeler. C'est bon entre par exemple en colocation avec après ou dès que. C'est le sens résolution satisfaisante par rapport à un conflit, à une situation antérieure quelconque. Donc, par exemple, là on a mais quand tu l'as fait une fois, après c'est bon. C'est un emploi typique, la colocation de c'est bon avec après, mais quand même assez surprenant parce que ce genre de colocation, on ne les avait pas pris en compte pour l'instant dans les dictionnaires ou les grammaires. Voilà. Je passe à une troisième étude de cas. C'est une étude que j'ai menée avec Christophe Burg et qui porte sur le subjonctif. Je me limite ici à quelques éclairages ponctuels qu'on a approfondis dans notre article. Cette première diapo illustre l'intérêt que peuvent avoir les données fréquentielles pour une grammaire à genre. On constate tout d'abord que le subjonctif n'est pas mort, loin de là. On a à peu près 1000 formes du subjonctif par million d'occurrences. Et si on traduit ces chiffres en réalité plus concrète, on peut dire que le subjonctif apparaît dans la conversation courante à peu près toutes les 8 minutes, ou toutes les 8 phrases dans les lettres. Mais on voit quand même que la répartition manque de parallélisme. Le subjonctif apparaît avec une fréquence 2 fois moindre dans les forums de discussion que, par exemple, dans la langue parlée informelle. La diapo suivante montre assez bien que la prise en compte des données du CRFC facilite l'accès à de nouveaux observables, des données qu'on n'avait tout simplement pas avant et qui nous obligent à revenir sur la description du subjonctif qu'on trouve dans les grammaires actuelles. Nous avons mis en évidence au moins 8 spécificités de l'oral qui sont complètement absentes des grammaires actuelles. Donc voici quelques exemples. Tout d'abord, les exemples 1 et 2 qui illustrent la coordination d'une proposition infinitive et d'une complétive en que, suivie du subjonctif. J'aimais bien l'idée de laisser un produit quelque part et qu'une personne vienne et le demande gratuitement. L'exemple 2 qui est semblable en fait, ça bouge le larynx et la trachée pour ne pas faire de fausse route et que ça descende bien. L'exemple 3 nous montre l'emploi de faire avec le subjonctif qui n'est pas consigné dans les dictionnaires non plus. Le petit Robert indique uniquement l'emploi de faire avec l'indicatif. Ça permet aussi de faire que la confiture ne soit pas trop liquide. Ça, c'est faire en sorte que, mais ce n'est pas précisé dans les dictionnaires pour l'instant. Ou un exemple semblable, je me présente à Pau, j'essaierai de faire qu'il y ait autour de moi toutes les sensibilités républicaines de la ville. Puis il y a certains emplois de c'est dans la langue parlée qui n'apparaissent pas dans les manuels de français langue étrangère. Par exemple, je m'en fous que, c'est sympa, que c'est marrant, que c'est bien, que c'est pas mal, que ça me fait chier, que ça m'étonne, que, etc. Et puis en 5, nous avons un emploi où la complétive constitue en quelque sorte une nouvelle principale. Ça fait peur, oui, que mon fils puisse.
ou en si, si tu veux quoi, que je fasse la majorette. Nous avons également identifié les fonctions spécifiques de que à l'oral qui se laissent répartir en 4 groupes, que à valeur volitive. Donc, qu'est-ce qui reste à améliorer? Des petites choses, des petits accessoires à mettre, des boucles d'oreilles, qu'elle le fasse naturellement, que je ne lui dise pas qu'il manque quelque chose. Valeur alternative, très courant, mais qui est encore absent des dictionnaires ou des grammaires. Que vous ayez fait ce test ou non, les médecins recommandent de ne pas prendre d'ibuprofène en cas de mal de gorge. 3, que au sens de pour que qui remplace que, très courant dans la langue parlée, aucune grammaire de français langue étrangère en fait état. Vous la renvoyez, que l'on puisse jouer avec, remue bien, que les pommes soient couvertes de sucre, soulève-moi ça, que je sente, etc. Et puis que, remplaçons assez, trop, plus adjectif ou plus non, pour que. J'ai passé l'âge qu'on me dise. C'est tout pour le subjonctif. Et je passe à une petite étude de cas sur la distribution des constructions spécifiques dans différents genres. Il s'agit de la construction avec, pour, plus groupe nominal, comme dans « Ils descendirent la rue », avec pour guide les rails du tramway. Ce qui est frappant ici, c'est que cette construction se rencontre plus souvent dans la langue parlée soutenue que dans certains genres écrits, comme les magazines ou la fiction. Par contre, on la trouve presque jamais dans la langue parlée familière. C'est ce genre d'information qu'on devrait enregistrer dans une grammaire des usages effectifs du français. Si en plus on obtenait des résultats semblables pour un grand nombre de constructions, on pourrait en déduire que la langue parlée soutenue se rapproche plus de la langue des journaux et de la science que de la langue parlée informelle. Mais si on creuse un peu plus, on constate qu'il y a quand même des différences dans la façon dont le groupe nominal est réalisé dans les journaux et à l'oral. À l'oral, les locuteurs se limitent en règle générale à un choix de noms assez limité. On a conséquences, effets, corollaires, objectifs, mission. Mais ce choix est beaucoup plus grand dans le cas des journaux. On a les mêmes noms qu'à l'oral, mais il y a 3 types de noms, trois grandes classes de noms qui s'y ajoutent. Thème, slogan, répertoire, toile de fond, cadre, mannequin, gérie, animateur ou avantage, supplément, symbole. Nous sommes donc en présence d'une différence dans la ressemblance. 5e étude de cas, les prépositions. De façon générale, une approche par corpus montre que les grammaires existantes présentent 2 déficits majeurs. Premièrement, elles font la part trop belle aux prépositions locales et temporelles et négligent les emplois abstraits des prépositions qui sont de fréquence égale, sinon supérieure. Deuxièmement, même en ce qui concerne les prépositions locales, qui sont généralement traitées de façon assez détaillée, elles établissent souvent des règles qui correspondent, là encore, qui ne correspondent pas aux réalités langagières. Cette diapo illustre l'un des domaines dans lesquels les grammaires existantes sont déficitaires, à savoir l'emploi abstrait des prépositions. Il s'agit ici de la préposition dans, employée dans un sens abstrait, et en même temps, cette diapo montre la façon dont nous procédons pour classifier les emplois des prépositions en groupes lexico-syntaxiques. Nous extrayons d'abord une liste des colocations appartenant à un même patron syntaxique. Ensuite, nous répartissons ces colocations en groupes sur la base de critères sémantiques. Cela peut paraître assez banal du point de vue d'un locuteur natif, mais lorsqu'on sait par exemple qu'en allemand on dit bei der Polizei,
chez la police, donc, qui est également possible en français, mais dans d'autres circonstances. Mais in the industry, on se rend compte de l'importance d'une systématisation intralinguistique pour le locuteur non natif. Il en va de même pour la préposition en et ses emplois abstraits, ici une sous-classe, la sous-classe des États, qui n'ont pas d'équivalent structurel proche dans d'autres langues, comme l'allemand par exemple, où dans ces cas on tend à utiliser des adjectifs par exemple en augmentation ou des verbes. Donc, parmi les emplois abstraits de en, il y a ceux qui désignent des États, et ici donc la sous-classe des États d'un être vivant ou d'un lieu naturel, en beauté, en broussailles, vous êtes très en beauté ce soir, des choses comme ça qui n'existent pas dans d'autres langues comme l'anglais ou l'allemand. En augmentation, changement quantitatif, en déflation, en expansion, en recul, en régression, ou la destruction et la décomposition, en bouillie, en décrépitude, en démantèlement, en miettes, en ruines, etc. Donc il s'agit là d'une systématisation, encore une fois, intralinguistique, qui est censée permettre aux locuteurs non natifs de mieux maîtriser ce genre d'emplois abstraits. La diapo suivante, cette diapo, illustre un autre aspect de notre travail, c'est que nous fournissons, autant que faire se peut, des informations sur la fréquence de structures analogues, en utilisant des flèches, donc une flèche qui pointe vers le bas, ça veut dire que cette structure est moins fréquente, donc là, une flèche 3 fois moins fréquente, donc en Deux-Sèvres est 3 fois moins fréquent que dans les Deux-Sèvres. Deux flèches 10 fois moins fréquent, donc du côté droit de la rue est 10 fois plus fréquent que sur le côté droit de la rue, mais qui est également possible. Je vous propose maintenant de regarder un peu plus en détail comment l'approche lexico-syntaxique peut améliorer le traitement des prépositions locales à, dans et sur et en. Nous n'avons trouvé qu'une seule grammaire universitaire qui donne une présentation à peu près adéquate des prépositions locales. Évidemment, je laisse ici de côté les ouvrages linguistiques sur la question, comme celle de Vandeloise ou de Denis Le Pesant. Il s'agit de la grammaire de Klein et Kleinheim, datant de 1983. Les auteurs y expliquent que A implique je cite, une représentation, je traduis, une représentation ponctuelle et abstraite, que dans implique une vue de l'intérieur d'un espace à 3 dimensions, et que sur implique une vue de l'extérieur d'une surface. Fin de citation, fin de traduction. Même si c'est assez traditionnel, c'est grosso modo correct. Une catégorisation par classe lexico-syntaxique permet d'affiner cette description. 3 des grammaires existantes qu'on a regardées établissent une règle selon laquelle une modification du nom entraîne l'emploi de don. Donc, on a cette règle ici. Si le nom est précédé de l'article indéfini, l'adjectif démonstratif ou l'adjectif possessif, on emploie la préposition dans, ce qui est contredit par les faits. On le voit ici avec ces noms-là, du moins, donc par exemple étage. Étage est modifié par un adjectif, autre, mais on a quand même l'emploi de a. Donc la règle ne convient pas à ce genre d'emploi. Elle ne tient pas compte de l'emploi de a pour les routines, même dans les cas où il y a post-modification. Autre exemple, j'étais à la poste du Louvre, il y a post-modification, mais on a quand même l'emploi de a. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, et j'en viens à ma sixième, ma dernière étude de cas.
Et je reviens au lexique. Avec mon collègue Christophe Burg, on a établi une liste fréquentielle des phrasèmes les plus fréquents en français contemporain. Pourquoi une telle liste? Eh bien, parce que la liste de mots isolés cache un énorme iceberg que vous voyez ici, un énorme iceberg phraséologique qui est bien plus difficile à maîtriser qu'une liste des mots isolés. Donc pour com, ça cache évidemment toute une multitude de données phraséologiques comme ça, comme quoi, comme on dit, comme on se retrouve, comme prévu, etc. Alors, une première étape pour cette étude a consisté à définir les unités visées et à établir un seuil de fréquence auquel l'analyse s'arrêterait. Nous avons fixé ce seuil au rang de fréquence 5000 de la liste fréquentielle des mots du CRFC. Dans un deuxième temps, nous avons extrait les n-grammes que vous voyez ici. Étant donné que le mot occupant le rang 5000 de la liste des mots compte 273 occurrences, nous avons donc parcouru la liste des phrasèmes en incluant tous ceux qui comptaient au moins 273 occurrences. Nous avons donc obtenu comme résultat la liste de toutes les unités préfabriquées qui étaient affectées de fréquences supérieures à celle du 5 millième mot le plus fréquent en français. Et cette liste de fréquences nous a permis de vérifier si, par exemple, les manuels scolaires donnent une image fidèle, encore une fois, des réalités langagières. Je me répète un tout petit peu sur les réalités langagières. On a constaté qu'il n'en est rien. 9 des 30 phrasèmes les plus fréquents sont absents du manuel de français le plus répandu en Allemagne, découverte des éditions Klett. Et un grand nombre des 1000 phrasèmes les plus fréquents ne sont même pas consignés dans les grands dictionnaires du français. En voici quelques exemples. Au final, sachant que dans sa tête, plus encore, déjà que, de l'ordre de, encore et encore, tout au plus, pour de bon, en boucle, en continu. Parmi ces phrasèmes qui sont encore absents des dictionnaires, il y en a certains qui sont intéressants du point de vue de leur fonctionnement en discours, comme par exemple « sachant que », dont voici quelques exemples qui illustrent différents degrés de grammaticalisation. Donc, si on regarde 31, alors sachant que ma mère avait des enfants, il lui a dit « je te donne cet appareil ». Ça illustre un emploi participial canonique où il y a concordance des sujets. Le sujet de « sachant que » est-il, qui apparaît aussi dans la principale. Alors que, je ne vais pas vous lire toutes les phrases, alors que dans cet emploi-là, par exemple, 35, vous venez quand même, sachant que, là, oui, on pourrait dire également qu'il y a une concordance des sujets dans ce cas-là, mais ça se rapproche quand même d'une phrase concessive. Donc, on pourrait reformuler vous venez bien que j'ai cours. Ça correspond un peu à ça. Et pour vous donner un exemple où il y a non-concordance des sujets, 34 par exemple, depuis 2007, ce coût net est nul, sachant que notre activité a progressé de 40%. Donc ça montre l'évolution de sachant vers une espèce de conjonction. C'est donc un type particulier de grammaticalisation. Voilà, ce petit tour d'horizon de nos premiers travaux n'épuise évidemment pas toutes les possibilités offertes par le CRFC, mais il vous donne une idée des pistes que nous allons explorer dans les années qui viennent, notamment dans le but de produire des grammaires et des lexiques plus fiables du français. Le mot de la fin appartient à notre corpus. Je vous remercie.